l'État et des autres entités publiques pour l'exercice 2020. Voilà ce qu'on peut retenir de la revue, peut retenir des journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités sur le plateau. Nouvelle année, certainement nouvelle méthode. On va commencer par Guy Hervé Fongan, notre invité qui nous fait l'habitude d'une certaine ponctualité. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue de Grande Une. Bonjour de la Voix de l'Ouest et bonjour au doyen Camille Nellet. Je renouvelle mes vœux de bonne année et je précise que c'est le doyen que tout le monde entier nous envie. Et je profite pour adresser mes vœux les meilleurs à tous les nombreux, les milliers de téléspectateurs qui ont pris du plaisir durant l'année écoulée à regarder la revue des Unes, toujours aussi qualitative en 2020, qui paraissent ici chez nous au Cameroun. Camille Nellet, l'actualité qui a marqué. Fongan vous a déjà introduit. Jean-Paul Chuniat, bonjour. Une nouvelle année, nouvelle méthode. Jean-Paul Chuniat, bonjour. Guy Hervé Fongan, bonjour. Bonjour et mes voeux les meilleurs pour cette nouvelle année. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Des milliers et des millions de téléspectateurs parce qu'ils sont disséminés partout à travers le monde entier. L'actualité qui m'a marqué, c'est cet assassinat montré à Mondiovision de ce général iranien par les États-Unis qui ont décidé d'aller tuer un homme, un responsable de l'armée dans son propre pays avec un drone. Et les images, non seulement les images de cet assassinat ciblé ont été retransmises aussi bien dans les réseaux sociaux qu'à travers les télévisions, mais on a même pu voir le corps déchiqueté de ce général iranien. Général Soleimani. Général Soleimani. Mais ce qui m'a marqué et ce qui retient mon attention, c'est qu'on n'a entendu aucune vocifération de Amnesty International, aucun cri de Human Rights Watch, aucune de ces ONG spécialisées dans... Ce n'est pas un crime contre l'humanité. Non, ce n'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est rien du tout. C'est passé comme une lettre à la poste. Personne ne peut donner de leçons aux États-Unis. Personne ne peut reprocher aux Américains d'aller tuer un Iranien, j'ai dit un haut gradé de l'armée, avec toute sa troupe. Non, aucune ONG, les ONG ont détourné les yeux de façon pudique et se sont bouchés les oreilles. Et par contre, dès qu'il y a le moindre petit truc au Cameroun, on nous grossit ça, on nous dit que c'est Armageddon. Donc, ce fait m'a spécialement marqué et démontre à quel point et les États-Unis et ces ONG dites qui prétendent défendre les droits de l'homme, on sait très bien qu'ils les défendent de manière partielle. Les droits de l'homme sélectifs, la défense des droits de l'homme sélective. Alors, Guy Hervé Fongan, l'actualité qui vous a marqué? Alors, je veux dire que moi, j'ai été, en début de cette année, je suis très, très, très embarrassé, très gêné par le degré de décrépitude morale dans lequel on est en train de s'acheminer de plus en plus. Et il y a une sorte de désinvolture vis-à-vis de la morale que je trouve assez révoltant. Il y a un enseignant à Bonabéré, pour ceux qui nous regardent, une école primaire, pour ceux qui nous regardent à l'étranger, c'est dans l'arrondissement de la 4e, qui a décidé depuis quelque temps disons-le trivialement, de violer les enfants entre 10 et 14 ans. Et la banalité avec laquelle le sujet est abordé, moi, me gêne énormément. Et à côté de ça, vous avez vu, après ce viol en série d'un enseignant qui décide de violer ses propres élèves, vous avez vu comment l'image qui circule depuis quelques jours d'un individu qui brûle le drapeau en disant qu'il n'est plus camerounais et fait filmer pour diffuser dans les réseaux sociaux. Je veux dire que ce type d'attitude, moi, j'allais dire que j'étais jusqu'ici pas encore convaincu de ce qu'on a touché le fond. Mais je crois qu'à cette allure-ci, le degré de décrépitude morale qu'on est en train d'atteindre est assez inquiétant et je pense qu'on a tous et chacun besoin d'un véritable réarmement moral, que les vraies valeurs sont enseignées depuis le bas et que on est des vrais Camerounais, des Camerounais nouveaux, tels qu'on souhaiterait les avoir pour les échéances à venir. Parce que tel que ça c'est en train de se dessiner, le degré de délabrement moral est très inquiétant et ce n'est pas rassurant pour l'avenir et pour le Cameroun de demain auquel nous aspirons tous. Quand c'est un enseignant qui viole ses élèves, ça se posait finalement la question: que vaut aujourd'hui l'enseignant? Qu'enseigne-t-il évidemment
à nos enfants. C'est vraiment les bras, jusqu'à présent les bras m'en tombent. Alors on va donc démarrer avec cette actualité, péril sur les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Camille Nélé, lors de son discours du 1er janvier du 31 décembre à la Nation, le chef de l'État a réitéré que ceux des séparatistes qui ne vont pas déposer les armes feront face à l'armée. Et du coup, on rentre dans une sorte de partie de ping-pong où les séparatistes aussi menacent en disant aux populations que si jamais quelqu'un sort dans la rue à partir du 7 février, eh bien, cette personne, ou alors ceux qui sortiront auront une sanction exemplaire. Est-ce que une telle ambiance n'est pas de nature à quand même faire peur et empêcher que les élections se tiennent évidemment dans le nord-ouest et le sud-ouest, surtout que les locaux d'élections du Cameroun, les bureaux administratifs sont systématiquement incendiés, ainsi que certains candidats à ces élections? Non, je voudrais d'abord dire une chose. Jean-Paul Chonès, je n'aime pas qu'on mette dans l'escarcelle de ceux qui commettent des exactions au Cameroun le terme de séparatiste. J'ai toujours dit que je ne sais pas plus si ce sont encore des séparatistes. Moi, je les qualifie plus tranquillement de groupes armés. Et de groupes armés. Camille, pour ceux qui sont bien identifiés, sont pourtant bien identifiés. Mais le Ghost Town, ce n'est pas les séparatistes? Non, mais qui a dit que c'est les séparatistes? C'est des gens qui disent que si vous sortez, vous allez voir. Qui a dit que ce sont des séparatistes? C'est des groupes armés, ce sont des hommes qui sont armés et qui sont en train de semer la terreur. Moi, je dis ça de façon triviale et c'est ça, qui mène une sorte de guérilla permanente. Une guérilla permanente, une guerre d'usure sur la tête des populations, sur la tête des autorités administratives et même ils balancent ça dans les réseaux sociaux pour faire comprendre qu'ils tiennent le terrain. Ils ne tiennent pas le terrain. Parce que s'ils tenaient le terrain, ça veut dire que l'État n'existerait plus au Cameroun. L'État a toujours son autorité. Et moi, je pense que l'État essaie de faire ce qu'il peut pour essayer d'assurer du mieux qu'il peut la sécurité des personnes. Mais comme vous le savez, la guérilla est la forme la plus difficile de confrontation militaire. Opération par surprise. Voilà, opération par surprise. Mais ce que je veux dire aussi, il ne faudrait pas aussi que la presse tombe dans une sorte de catastrophisme permanent. Parce que quand on dit les bureaux de l'ECAM, les bâtiments brûlés, des hommes, il y en a combien depuis le début de l'année? On a vu un homme d'affaires qui a été tué, un autre qu'on a agressé, à qui on a coupé les doigts. On a brûlé un bureau de l'ECAM, mais ce ne sont pas des bureaux de l'ECAM. Parce qu'il faut que les journalistes qui rendent compte essayent de donner la version réelle de choses. Le climat, il est vrai. Il y a une sorte de psychose qui est là, parce qu'il y a des gens qui balancent des messages dans les réseaux sociaux, et maintenant à travers des réseaux de plus en plus de moins difficilement identifiables, que si vous sortez, nous allons... Mais quelles sont ces personnes qui peuvent dire à d'autres Camerounais que si nous allons... Non, nous sommes dans un État, et cet État, moi je pense que cet État est dirigé, cet État a une autorité dans l'ensemble de son territoire. Il ne faut pas nous faire croire que ces gens-là font la loi dans le sud et le nord. Ils ne font pas la loi. Ils font rien, ils imposent une certaine psychose, mais ils ne font pas rien la loi. Moi, je pense qu'il ne faut pas les suivre dans cette voie qui consiste à croire que non, ces gens-là nous tiennent, ils vont empêcher la tenue d'élection. Donc, en conclusion, il n'y a pas de péril sur les élections dans le nord. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de péril. Je dis qu'il y a toujours ce péril. Il y a une sorte il y a une perspective de trouble des élections. C'est parce que moi je peux appeler un péril. C'est le trouble des élections dans ces régions-là. Mais vous allez dire que, moi, comme j'entends un journaliste s'époumoner sur les plateaux de télévision pour dire que non, les Ambabos, ils vont même aller jusque dans le littoral, même dans l'ouest, ils vont faire, si les gens sortent, Non, moi je pense qu'il ne faut pas cultiver ce catastrophisme qui en réalité sert ces gens-là et maintenant contribue à augmenter justement la psychose des populations. Il faut que l'État reste debout, que le mouvement des populations reste debout. Combien de journaux ont parlé de la réaction des populations de Balikumbat qui sont allés détruire les campements des Ambaboy? Vous avez entendu parler de ça? Mais combien de journaux en ont parlé? Les populations en ont eu marre de ce côté-là, sont entrés en route, ont brûlé les campements des Ambaboy de ce côté-là, et maintenant on demandait à l'armée de continuer à les soutenir. Si toutes les populations le faisaient, parce que il faut dire aussi on arriverait à une paix définitive. Non, pas une paix définitive. La paix ne peut pas être trouvée au Cameroun avec un bâton magique. Il faut le dire.
Et ça, c'est la vérité. Quand les troubles ont commencé dans un pays, quand les gens ont pris des armes dans ce pays, ça ne se termine pas, ça ne se règle pas d'un tour de cuillère à peau. Il faut comprendre tout simplement que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais il ne faudrait pas qu'on nous dise que il faut que l'État règle ça, comme certains disent que tant que c'est pas réglé, il n'y a pas d'élection. Donc ça veut dire que ces mêmes députés et ces mêmes magistrats municipaux vont rester pendant 5 ans, tant que la paix n'est pas revenue. Non, il faut comprendre que la gestion d'un pays, ce n'est pas de cette manière-là. D'accord, on va dire courage aussi aux éléments du BETAP, du commandant, du colonel Eli Romance Mesuizo, commandant de la base du BETAP de Koutaba, et Gervais Fongan. Est-ce que pour vous, quand vous observez tout ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, la place de la population dans cette affaire, est-ce que ça peut contribuer à une véritable abstention dans le nord-ouest et dans ces deux régions-là? L'implication de la population est un impératif catégorique pour, j'allais dire, la survie de notre nation et même l'apaisement de la situation dans ces deux régions-là. Et sous le regard de ce qui précède, la presse est vraiment dans son rôle de rendre compte de manière froide de la situation qui se passe. J'ai le sentiment que le doyen regarde les choses avec des œillères ou alors n'intègre pas tous les éléments dans la lecture de la situation. Parce que, voyez-vous, la société dans laquelle on vit évolue en se complexifiant et les besoins de celle-ci suivent exactement les mêmes tendances. Parce qu'avec la démocratisation des canaux de l'information, même la presse traditionnelle, des fois, est obligée, ou alors l'obligation de restituer les faits tels quels. Parce que les gens ont l'impression que le Nord-Ouest... peut être pris de coups par les réseaux sociaux. Absolument. Les gens ont l'impression que le Nord-Ouest c'est Bamenda, le Sud-Ouest c'est Boya. Ce n'est pas vrai. C'est comme faire croire aux gens que... C'est comme essayer de faire croire aux gens que le littoral c'est Douala, alors qu'il y a un Banga, il y a un Djoumbé, Benja, etc. Donc ce n'est pas vrai. Donc je veux dire que cette manière de circonscrire le Nord-Ouest à Bamenda, alors que dans le Nord-Ouest, dans le Trifon même, les gens vivent la peur au ventre depuis 3 ans. Les routes coupées. Les routes coupées, je pense qu'il faut rétablir la vérité. C'est vrai que nous sommes allés à Bamenda, j'y suis allé quelques fois. Il y a une certaine vie là-bas, une certaine ambiance, mais qui peut vous donner l'illusion que le Nord-Ouest tout va bien. Pareil à Boya, nous allons à Youbi tout le temps. Comme vous allez à Boya, au centre-ville, vous avez l'impression que dans le sud-ouest, tout va bien. Mais il faut arrêter ce type de nihilisme et faire croire aux gens que tout va bien. Je connais des gens qui, depuis 3 ans, ils sont arrivés ici, ils ne sont plus jamais repartis. Dans leur village? Oui, dans leur village. Il faut parler du nom de Saint-Cogné, c'est Manfé, etc. C'est tous ces villages-là qui aujourd'hui sont inaccessibles. Des gens ont du mal à aller enterrer les leurs chez eux. C'est dire que on a l'impression que l'État a abandonné, démissionné, et que vous avez des gens qui font la loi là-bas. On ne sait pas que Bamenda, il faut être capable de le dire. Et la presse fait bien de restituer cet état de choses, parce que la vérité, contrairement à ce qu'on veut croire, vous avez observé comme moi qu'il y a eu il y a eu un maire du SIF qui s'est retracté avec beaucoup d'autres militants estimant qu'ils sont en insécurité en allant dans une compétition comme celle-là. Ce n'est pas la rigolade. Ils estiment qu'ils sont en danger en risquant leur vie. Donc il faut être capable de dire que ça ne va pas bien. Sinon on sera dans le politiquement correct, on va continuer avec les gens que tout va bien, alors que là-bas les gens vivent la peur au ventre tous les jours. Et jusqu'ici, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faut être capable de le dire aux populations qui subissent le martyre tous les jours. Les gens sont allés, et c'est pareil, quand vous allez à Limbé, vous avez un camp du Bir, etc., qui ont l'impression que le sud-ouest se contrôle, alors que quand vous rentrez dans les méandres de la ville, bah, les gens ont abandonné. On ne trahit pas un secret en disant ici par exemple qu'à la CIC tout le monde est parti parce que les gens ont du mal à travailler au quotidien. Donc il faut restituer cette acte pour que le gouvernement prenne toute la mesure de la gravité du mal et apporte les solutions adéquates et non des mesures cosmétiques. Autrement dit, Gervais Fongan, si l'État a déclaré ces deux régions économiquement sinistrées, c'est aussi humainement sinistré. Mais c'est une vérité de la police. Le nord, ce n'est pas Bamenda. Le sud, ce n'est pas Bouya. Dans les autres localités, les gens souffrent le martyre. Il faut être capable de le dire. Et si la presse ne le dit pas, j'ai parlé tout à l'heure de la démocratisation des canaux de l'information. Eh bien, d'autres canaux vont mettre l'information dans l'espace public et l'opinion sera informée de ce que là-bas... et que la presse n'a pas fait son travail. On continue à égorger les gens vont même couper, etc. Et donc, il faut bien que les gens prennent toute la mesure de la gravité de la situation. La presse doit le dire. Vous êtes journaliste et vous savez très bien que le journaliste
c'est les faits. Les faits qui sont sacrés, les commentaires sont libres. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement que les journalistes jouent leur rôle, leur fonction, assument leur mission, c'est de donner les faits. Et maintenant, ce qui est le plus compliqué, c'est les commentaires. Ceux-là qui sont libres et qui peuvent être amplifiés, qui peuvent même être... il n'y a aucun commentaire. Ne parle pas de vous, Guy Hervé. Je ne parle pas de Guy Hervé Fongan, je parle des journalistes. Que les gens ont démissionné du SIF, je n'ai pas un commentaire. Non, des gens ont démissionné. C'est un commentaire. Un candidat. Non, pas seulement. Un candidat qui a dit qu'il devait être, mais il dit que lui, il sent qu'il n'est plus en sécurité. Mais ça ne veut pas dire que les autres candidats des autres partis, ou même du RDPC, vont aussi démissionner. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne sert à rien d'hypertrophier l'information pour faire croire aux gens que tout est noir de ce côté-là. Tout n'est pas noir. Mais seulement, tout n'est pas rose non plus. Et ça, je le dis. Je dis que ce n'est pas facile. Quand, par exemple, on parle de la brigade des gendarmeries de Bangourène qui a été attaquée, quand on dit qu'elle a été attaquée par des hommes armés qui sont arrivés, qui ont emporté des munitions, mais seulement une précision est là, c'est qu'il n'y avait qu'une seule gendarmerie qui était de garde. Est-il normal de laisser une femme de garde dans une brigade? Maintenant, on va alors remonter, on doit alors, le journaliste a le droit de remonter l'information, de connaître l'effectif de cette brigade. Qui la faute, tu en laisses une dame dans une brigade, dans une journée aussi dangereuse. C'est ça la mission du journaliste, de savoir quel est l'effectif de cette brigade. Donc l'État a démissionné. L'État n'a pas démissionné. Sinon, comment on peut laisser une gendarme dans un poste aussi sensible? Je ne culpabilise pas. C'est de la démission. Je suis donc de la démission. Je suis en train de vous dire que chaque situation a un problème, une solution, une explication. Mais on y a donné la grosse information qu'une brigade de gendarmerie a été attaquée. Et quand on entend qu'une brigade de gendarmerie a été attaquée, c'est très grave. Malheureusement, il n'y avait qu'un seul élément. Et un élément féminin. Or, maintenant, quand on le dit, on peut maintenant questionner, il y a combien d'éléments dans cette brigade? Et pourquoi a-t-on laissé seulement une gendarmerie? C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas de donner le bilan, qui lui est gros, mais en réalité, il y a des fautes professionnelles. Et si, par exemple, c'est le commandant de brigade qui a laissé une seule femme, il doit être sanctionné. Donc moi, ce que je veux dire... C'est un problème d'angle. C'est un problème d'angle. C'est pour ça que je dis que le journaliste doit donner les faits. Il doit donner les faits et maintenant, après les faits, faire comprendre aux gens. Et c'est pour ça que même la revue des grandes... Mais vous m'entendez au fond, même la revue des grandes unes qui est là pour commenter, pour donner les titres qui parlent dans les journaux et les commenter, les analyser. Et elle est là pour que les gens soient éclairés, mais ne pas seulement s'en tenir au titre. Parce que quand, par exemple, d'ailleurs le prochain titre que vous allez lire... On va y arriver. Alors, on ne peut pas dire que pour le boycott. Voilà, que pour le boycott. Ce titre-là, pour cette question posée de manière innocente, effectivement, on peut se demander maintenant, ce boycott dont on parle tant, est-ce qu'il peut faire quoi? Et de quel poids peut-il peser pour l'élection? Maintenant, quand on va au fond, et quand on pose cette question à l'envers, on va se demander est-ce que les Camerounais, est-il démocratique de dire aux Camerounais, moi je ne vais pas à l'élection, vous aussi n'allez pas? Parce que vous êtes en train de vouloir empêcher, tout faire pour persuader quelqu'un de ne pas exercer son devoir civique. Alors maintenant, à quoi va aboutir cette politique d'amener les gens à boycotter ou d'imposer les gens à boycotter? Si vous avez choisi de boycotter. Alors, en tout cas, ce qui nous amène directement à Guy Hervé Fongan, ce titre du quotidien La Nouvelle Expression, double scrutin de février. Que peut le boycott? On constate évidemment que depuis la convocation du corps électoral, le MRC et ses alliés ont décidé de boycotter l'élection et d'ailleurs faire des campagnes auprès des populations ou des électeurs pour qu'ils n'aillent pas aux élections. D'un côté, le gouvernement s'active évidemment à inviter les populations à aller massivement aux urnes. Il y a d'ailleurs eu ce message du président de la République, Paul Biya, sur sa page Facebook. Est-ce que le boycott est finalement un enjeu pour tenter de répondre à la question du quotidien La Nouvelle Expression? Oui. Le boycott est un enjeu dans la mesure où dans une économie mondialisée, parce que c'est d'abord les États, c'est d'abord un rapport des jeux d'intérêt, le boycott peut, s'il est poussé, peut délégitimer cette élection qui arrive en février, dans la mesure où on aura peut-être un record historique d'abstention. Et dans partir de ce moment-là, jusqu'à quel seuil de record on peut avoir un record historique d'abstention, ce qui peut délégitimer cette élection, même si je sais que sur le plan légal,
il n'y a aucun, je veux dire que, sur le plan légal, il n'y a aucun texte qui permet de dire que quand on n'a pas atteint un certain pourcentage, eh bien l'élection peut être annulée. Il faut quand même rappeler aux gens que dans le NOZO, il y a, lors de la récente élection présidentielle, le taux de participation était d'à peine 5%. Mais l'élection a quand même été validée. Ça veut dire que même si on a 3%, 2%, pendant, j'allais dire, en février, l'élection sera toujours validée dans le NOZO. Pour dire quoi? On peut en parler trivialement, mais si vous organisez un événement dans votre famille, je ne sais pas moi, un mariage, un anniversaire ou un deuil, et que personne ne vient au finish, vous serez très mal dans votre propre chair. Vous avez mis les moyens émotionnels, financiers, humains, et au finish, vous vous retrouvez seul à la manifestation. Quoi qu'on dise, votre fonds intérieur vous serez très mal dans votre propre chair. Avec tout ce que vous avez investi émotionnellement et financièrement, personne n'est venu, vous vous sentirez très mal. C'est à peu près de ça qu'il s'agit. Par contre, ce qu'il faut regretter, c'est ces sortes de montées en puissance des ayatollahs de la pensée qui veulent imposer leur posture aux autres. Je pense que là, c'est totalement à poursuivre. Oui, non, il y en a qui vont jusqu'à la menace physique. Vous avez vu tout à l'heure un individu qui monte ses grands chevaux, qui dit que sur le 7 février, les gens sont dehors, et bien ça leur risque péril. Je veux dire qu'on est dans quel type d'état où un individu va venir, va solennellement déclarer que si les gens sont le 7, à partir du 7 février, celui qui est dehors... Il y aura une sanction exemplaire. Dans un pays dirigé, ce n'est pas acceptable ce type de propos. Ce type d'individu est à neutraliser. Les gens sont libres d'exercer leurs droits. Si les gens choisissent de ne pas aller voter, ne menacez pas ceux qui veulent aller exercer leurs droits. Le vote n'est pas obligatoire, c'est certes, mais si les gens veulent exercer leur droit de vote, eh bien, il ne faut pas leur en empêcher. C'est ça qu'il faut décrier et dénoncer. Et à partir de ce moment-là, on peut estimer qu'il faut bien qu'à un moment donné, que l'État se ressaisisse, que ce type de propos ne prospère pas, parce que c'est ça qui alimente la psychose et ça renforce l'opinion selon laquelle l'État aurait démissionné. Sinon, comment un individu peut menacer les gens aussi brutalement, assez ouvert? Je suis heureux que Guy Hervé Fongan me rejoigne, peut-être à contre-cœur, mais il me rejoint pour faire comprendre que nous ne sommes pas dans un pays où n'importe deux pelés ou trois tondus peuvent décider un jour que vous, si vous sortez de chez vous, vous allez voir. Non, ça n'existe pas dans ce cas. Le Cameroun n'existerait plus. Mais quand plus sérieusement, quand on veut parler du boycott, moi j'ai l'impression que les gens pensent que le Cameroun s'arrête à Douala, en Konsamba, à Bafoussam et à Bangouren. Non. Si les gens décident de boycotter l'élection à Douala, combien de personnes vont refuser ou bien vont être convaincus de ne pas aller à l'élection et combien de personnes peuvent aller voter? Douala est une ville de moins 6 à 7 millions d'habitants. Combien vont boycotter et combien ne vont pas aller? Bon, maintenant, quand vous finissez avec Douala, vous finissez avec Bafoussam, vous finissez avec Konsamba, vous finissez à Bangante, vous êtes sûr que tout le monde va boycotter. Allez maintenant dans les régions du Septentrion, qui constituent sur le plan spatial la moitié du Cameroun, de Ngaoundéré jusqu'à Koussiri. Vous allez trouver combien de personnes qui vont boycotter l'élection là-bas. Vous allez leur dire de ne pas boycotter. Allez du côté de l'Est. Vous allez leur dire de ne pas aller à l'élection. Non, moi je pense qu'il ne faut pas que... Au cas d'espèce, ce n'est pas l'élection présidentielle. Non, c'est pas fait différent. Je parle des élections qui arrivent. Il ne faudrait pas que les gens voient le monde seulement à travers leurs petits doigts, en se disant que non, comme je vois mon doigt, c'est comme ça. Donc, nous sommes dans une phase assez importante de l'histoire de notre pays. Et moi je pense que là où nous sommes aujourd'hui, avec la gravité des crises, parce qu'il y a des crises qui sont là, et ces crises-là, elles doivent être résolues. Et on ne peut pas les résoudre avec un bâton magique. Regardez, quand on parle de Boko Haram à l'extrême nord, moi je persiste à dire toujours que ce n'est plus Boko Haram, ce sont des bandes armées qui attaquent des villages, qui tuent, qui viennent prendre de la nourriture et le bétail pour les amener en brousse. Ce n'est plus le Boko Haram qui venait, qui tuait les gens en disant que si je vous tue, moi-même je vais au ciel, vous aussi vous allez en enfer. Non. Donc, c'est la rapine, ils viennent ici. C'est la rapide aujourd'hui. Ces multiples crises-là, on les met dans le même sac. À l'extrême, on parle de Boko Haram et dans le Nozo, en parlant de séparatistes. Non, je pense que même s'il y a des séparatistes aujourd'hui, ils constituent une petite minorité. C'est des bandes armées qui ont décidé de contrôler des zones entières. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai vu, tout le monde a vu, comme le nombre de policiers, de gendarmes et de militaires qui sont en train d'être envoyés dans le Nozo depuis un certain temps. C'est des camions entiers qui y vont. Ça veut dire qu'il y a une volonté pertinente de l'État d'assurer au mieux
la sécurité des personnes. Et il va de l'intégrité territoriale du Cameroun. Non seulement de l'intégrité territoriale, mais il va de l'accomplissement de sa mission qui sont d'assurer la protection des personnes et des biens. Non, je veux simplement dire que c'est quand même embêtant de se gargariser de ce que les camions de gendarmes militaires vont annoncer depuis quelques jours. Sauf qu'après le 9 février, on fait quoi? Après le 9 février, que deviennent les populations qui vivent là-bas? À la limite, je veux dire que c'est... Je ne veux pas que c'est des mesures cosmétiques, mais on a tous entendu dans le chef de l'État qu'on va renforcer les mesures sécuritaires. Sauf que après le 9 février, on fait quoi? Parce que la violence, donc je vais finir pour dire que la violence, c'est la force des faits. Parce qu'il y a, je veux dire que tel que les choses se sont dégradées aujourd'hui, depuis 3 ans, on a bien vu les limites de l'affrontement physique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut explorer un autre territoire pour ramener la calmie et la paix, parce que la force a montré ses limites, et je persiste en disant que la violence est la force des faits, parce que tous ces camions qui vont dans ces régions-là, après les gens deviennent quoi? C'est que si les gens maintiennent une fois l'élection passée, l'option séparatiste, on ne sait pas. Une fois l'élection passée, on fait quoi? Pas seulement les camions rentrent à Douala, pas seulement la force des faits, mais les fous aussi. Les gens continuent à souffrir. Non, vous avez raison de poser cette question, tout simplement parce que vous n'avez pas connu ce pays après les années 60 avec le maquis, aussi bien dans l'ouest que dans le Mungo, où les villages entiers ont été dépeuplés. Non, je ne parle même pas de rasés, dépeuplés, où d'autres ont été complètement rasés par les maquisards, dépeuplés par les maquisards, qui faisaient la rapine de la même manière qu'aujourd'hui, et où même des personnes qui avaient des plantations et des biens de ce côté-là sont partis, ne sont même plus revenus, et d'autres qui sont revenus ont trouvé des personnes installées sur ces terres-là. Donc, ce que je dis, c'est que ce n'est pas une situation nouvelle au Cameroun où des populations sont déplacées, sont parties, parce qu'elles ne pouvaient pas supporter la violence. Mais je veux vous dire que l'État est en train d'essayer de faire ce qu'il peut pour le faire. Ne posez pas la question de savoir ce qui va se passer après le 7. Attendons voir le 7. À ce moment-là, on verra bien ce qui va se passer. On va évoluer. Parce qu'on pourra dire que maintenant l'élection passée, pourquoi est-ce que les militaires ne rentrent-ils? Non. Je pense que ça va passer, le retour à la sécurité ou à la protection des personnes ne va pas s'arrêter uniquement au niveau de l'élection. Dernier sujet, on va aller rapidement, Guy Hervé Fongan. Dernier sujet, on va parler de la Guinée-Conakry avec la population qui descend à nouveau dans la rue depuis quelque temps pour contester la volonté de Alpha Condé de modifier la constitution. Guy Hervé Fongan, comment comprendre quand même qu'un chef d'État, lui qui avait été opposant au président Lassana Conté, est arrivé au pouvoir démocratiquement. Aujourd'hui, il s'est vissé sur le fauteuil présidentiel, ne veut plus partir, même s'il faut marcher sur le sang des Guinéens. Non, c'est l'ivresse du pouvoir. Hein. Ça fait partie de ce que j'ai appelé dans un de mes articles, les maladies infantiles de la démocratie africaine. Il y a cette ivresse du pouvoir, ce côté, une fois qu'on y est, on a du mal à s'en départir. Beaucoup de chefs d'État africains ont modifié la constitution pour rester au pouvoir. Le tout récent exemple qui nous parle, c'est Ouattara, qui dit qu'il part Flamand, il ne part pas, il ne part pas. Après, il neutralise tous ses adversaires politiques en leur donnant 20 ans et tout ça. Les Goudé, Bagbo. Non, je veux dire que c'est typiquement africain. On a vu ça dans pas mal. Et il y a toujours en Côte d'Ivoire, vous avez le balayeur qui était venu balayer, après là qui reste à la maison, il a commencé à mettre les meubles et les fauteuils, il ne voulait plus partir, alors qu'il venait gérer une transition, Robert Gay. On veut dire que c'est typiquement ce type d'attitude. Chez nous encore, parlons du Cameroun, d'ailleurs il ne nous a pas échappé qu'en 2006, c'est Narcisse Molekombe qui avait lancé l'appel de l'intelligentsia, où il demandait à la classe intellectuelle de se mobiliser pour demander au président de modifier la constitution et de revenir. Et, ce qui a été fait. Ce qui a été fait, le président semble s'être éternisé au pouvoir après tout ça. Non, je pense que la Guinée-Conakry nous parle. On a malheureusement au Cameroun et en Afrique centrale une foule qui ne sait pas faire foule. On est très fort dans les réseaux sociaux, virtuellement très actif, très fort. Mais quand il faut s'engager réellement dans la vraie vie... Le Cameroun est prêt à parler de ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Gabon... Mais les gens se retraitent. Donc voilà, la Guinée-Conakry qui sait prendre ses responsabilités en se mobilisant pour dire non à etc. Parce que quoi qu'on dise, je veux dire que si une foule est nombreuse et représentative, même l'armée qui descend sur la rue ne va pas tirer la rue. Parce que même cette armée-là... On a vu avec le Burkina Faso. Même, contrairement à ce que les gens pensent, cette armée ne sont pas des Jupiters. C'est nos oncles, c'est nos amis, c'est nos frères, c'est nos cousins. Ils ont de la famille dans parmi les gens qui marchent. Donc il ne faut pas croire que c'est les drogués qui vont tirer à l'aveuglette quand ils vont dans la rue. S'il y a une foule qui sait faire foule, même l'armée va reculer.
Même l'armée va reculer. Plus trivialement, moi je dirais que ce réflexe est tout simplement nègre. Parce que si les hommes politiques que nous avons, ceux qui aspirent à aller aux affaires, dès que pendant qu'ils sont encore dans l'opposition, ils sont en train, oui, nous allons changer le pays, nous allons faire ci, nous allons instaurer la démocratie. Dès qu'ils arrivent, le gars fait un mandat, 2 mandats, il s'installe, dit non, moi je veux encore un autre mandat. Il installe une dictature plus dure que celle qui était avant. Alors, c'est malheureux parce qu'on avait même le président Wade, qui a été un opposant historique de Senghor, on est arrivé, on a vu qu'il est sorti de la scène politique de manière lamentable, tout simplement parce qu'il a voulu s'éterniser. On avait même son successeur, Macky Sall aujourd'hui, qui est arrivé avec un capital de sympathie extraordinaire, lui-même. Ça se dégrade au fil tout simplement parce qu'il ne veut pas partir. Donc, ils sont tous pareils. On ne citera pas l'exemple de Ouattara qui est arrivé avec... De manière assez particulière. Il faut dire Alassane dramatiquement élu. Non. Dramatiquement élu. Non, revenir sur les circonstances de l'élection. Non, c'est le fait aussi. L'élection comment il est arrivé? Alassane a été dramatique. L'élection de Ouattara entre dans un domaine beaucoup plus précis. Et on verra que si on va jusqu'au bout, Ouattara gagne cette élection. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, je dis que ce n'est pas l'objet du débat. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les hommes qui arrivent, n'est-ce pas, ne veulent pas partir. Mais vous avez parlé du Cameroun aujourd'hui, tout à l'heure. On peut faire le même reproche au Cameroun, parce que le mandat du chef de l'État du Cameroun était à un moment donné un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Et c'est pour ça qu'on a parlé du fameux G11 ici à une certaine époque où les gens étaient certains que le président allait partir. Bon, mais quand vous faites le procès à Moïse Komi en disant que c'est lui qui a appelé les non, c'est pas le procès, c'est aussi, c'est aussi les faits. Non, c'est aussi les faits. C'est pas un commentaire. C'est peut-être parmi les acteurs. C'est peut-être lui, il a été tout simplement, on lui a demandé de lire un texte qui était déjà préparé. Ce n'est pas lui, la tête pensante de cela. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que... À l'époque, il est doyen, même au Cameroun, en réalité, le même modus operandi a été accepté avec un prolongement. Le seul problème au Cameroun, c'est qu'on a une foule qui ne sait pas faire foule. Camille et les Guy-Hervé Fongan. Et qui est très forte virtuellement. On va continuer le débat après. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Retrouvons-nous demain pour la dernière. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.